Sud Radio, c'est ça la France, 14h, 14h30. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est ça la France. Et aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers de ceux qu'on appelle les MOF, les meilleurs ouvriers de France. On les reconnaît à leur col bleu, blanc, rouge qu'ils arborent fièrement et ils ont raison. Alors que représente ce concours? Ses difficultés, ses exigences, ses sacrifices? A-t-il évolué depuis sa création en 1923? Bienvenue dans un monde d'exigence et d'excellence à la française. Et pour en parler, quoi de mieux qu'un meilleur parmi les meilleurs, avec Gérard Rapp, le président des meilleurs ouvriers de France. Bonjour Gérard Rapp. Voilà, bonjour, je salue tout le monde. Merci, c'est bonjour, c'est ça la France, merci à elle. Ah, merci à vous d'être là. Je suis fière d'avoir un meilleur parmi les meilleurs, comme je viens de dire. Alors ce concours, il a été créé en 1923, Gérard Rapp. Comment il a été initié? Il a été initié par un journaliste, voilà, on est en bonne compagnie. Ah, c'est un journaliste. C'est un journaliste qui s'appelle René. C'est un artisan qui s'appelle René, donc il s'appelle Lucien Glotz. Oui. Donc il a initié, il a pas commencé à parler en 1913, il l'a initié en 1923 et donc le premier concours a eu lieu en 1924. Et pourquoi est-ce qu'il a eu l'idée de ce concours? Parce que il pensait, on peut transposer la situation d'actualité. Il pensait que il faut donner de la considération au monde ouvrier comme on en donne au monde à l'artisanat. Voilà. Et alors ce concours, il est toujours aussi exigeant? Est-ce qu'il a évolué depuis 1923? Alors il est bien sûr toujours aussi exigeant, ça me paraît évident parce qu'il faut quand même beaucoup d'abnégation pour aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est une superposition de dextérité manuelle. Ce concours, il est jugé par les pairs dans le métier et donc. Mais alors pour juger justement de l'exigence de ce métier, il y a combien d'inscrits pour combien d'élus? Ah ben, si je vous donne les résultats du dernier concours, il y avait 3500 inscrits, il y a 225 élus. Oh, c'est un pourcentage très faible. Depuis la création, on est à 9006 meilleurs ouvriers de France. Donc, c'est à peu près entre 6 et 10% des inscrits qui passent. Est-ce qu'on peut dire que c'est le pourcentage le plus faible pour un concours qui est encadré par le ministère de l'Éducation nationale? Je crois que oui. Ah oui, et donc à ce jour, vous dites on compte à moins de 10 000 meilleurs ouvriers de France. 9006, oui. 9600. Oui. 6. 9006. Oui. Et qu'est-ce que ça signifie d'être MOF, meilleur ouvrier de France? Je dirais que meilleur ouvrier de France, c'est d'abord 3 lettres ou 3 couleurs nationales. Donc la fierté de représenter le pays, de représenter son art. Un terroir, c'est ça la France quand même, Oui. Une tradition et en plus une innovation parce que voilà une technique qui fait que se répéter, elle meurt. Ouais. Et vous êtes l'incarnation même de ce concours meilleur ouvrier de France parce que vous êtes MOF également en imprimerie. Oui, je suis MOF en imprimerie, oui. Alors je ne vais pas vous demander en quelle année vous avez passé votre concours, mais est-ce que c'est une date qui reste gravée? Oui, bien sûr, c'est mémorable quand même. On est reçu sous les ordres de la République, quoi. On est reçu d'abord à la Sorbonne, puis à l'Élysée. Ah oui, c'est le président de la République qui remet le titre de meilleur ouvrier de France. Mais vous vous rappelez de ce concours? Vous vous rappelez des épreuves que vous avez passées? Ah, bien sûr, on peut pas l'oublier. Je me rappelle aussi de mon mariage, je me rappelle mon concours, je me rappelle, voilà. Donc, on n'oublie rien, c'est mémorable, c'est vrai. Mais c'est une épreuve qui marque, c'est une épreuve, j'imagine, qui peut user aussi, qui est chronophage, qui demande beaucoup de travail. C'est surtout, je pense, une référence incontestée d'exemplarité qui renvoie une forme de solidarité, on peut dire dans le métier ou au moins par rapport au métier qu'on exerce, puisque tous ceux qui exercent leur métier disent que c'est le plus beau. Donc voilà, on va pas faire une sélection dans l'ordre chronologique des métiers, mais je crois que c'est un esprit de dépassement. C'est aussi une transmission et un savoir-faire, oui. Parce que notre mission, c'est quand même de recevoir de ceux qui étaient avant nous et de donner à ceux qui viennent après nous. Ouais. Et vous avez des exemples de meilleurs ouvriers de France qui ont justement souffert pour décrocher ce titre? J'ai beaucoup d'exemples. Est-ce qu'on le repasse ce titre quand on le rate une première fois? Oui, beaucoup. Enfin, moi je dis toujours il faut pas rester sur un échec, mais ouais. c'est vrai que il y a des gens qui malheureusement le repassent et ne sont pas qualifiés, ne sont pas lauréats. Mais je pense que la satisfaction la meilleure ou la plus appréciée, c'est que on a fait cet effort-là. On est reconnu, on n'y était pas jusqu'au bout, mais quand même on a fait cet effort et on prouve que on a de la considération pour son métier. Et il existe son équivalent ailleurs qu'en France?
Une formation si exigeante. Je le dis souvent. On a essayé de nous copier, mais on n'a jamais pu nous imiter. Donc, c'est vrai que ça existe. Il y a des velléités. Je pense à l'Angleterre, je pense à la Belgique, je pense à la Suisse. Mais le concours en tant que tel, c'est vraiment une entité reconnue et bien française. Et c'est important de préciser que ça n'est pas qu'une décoration, c'est aussi un diplôme. C'est un diplôme reconnu par l'Éducation nationale, oui. Qui permet quelle équivalence? Qui est l'équivalent du niveau 3, donc un DUT, un bac plus 2, oui. Un bac plus 2, hein. Ouais. C'est important de le préciser, hein. Finalement, je trouve que c'est une belle façon de revaloriser le travail manuel, le fait qu'il y ait ces équivalences avec l'Éducation nationale. Alors, Gérard Rapp, je vous propose qu'on continue notre voyage dans l'excellence à la française, Oui. avec une entreprise du patrimoine français qui prône l'exigence, la rigueur et la créativité. Sud Radio, c'est ça la France, le patrimoine du Made in France. Et pour en parler, avec nous, Vanessa Sidbon. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la communication de la cristallerie Dôme. Exactement. C'est une très très belle entreprise qui vraiment incarne bien cette excellence à la française. Il y a une tradition qui s'est implantée dans l'Est de la France, ce sont les cristalleries. Exactement. Il se trouve qu'elles sont toutes là-bas. Oui, sauf que nous avons la particularité, puisque nous sommes les seuls en centre-ville, nous avons notre atelier de création à Nancy même. Mais c'est pas pour ça que vous êtes là-bas, parce que non, le sol est riche en minéraux. Les sols sont riches en minéraux, effectivement. Nous étions proches aussi de l'Italie du Nord, ce qui permettait de commercer beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que c'est là où on retrouve Saint-Louis, Baccarat ou encore la cristallerie Dôme que vous représentez, Vanessa. Exactement. Quelle est la particularité de cette cristallerie? La particularité, elle est sous différentes formules. Nous avons une technique, et nous sommes les seuls en France à utiliser cette technique, qui s'appelle la technique de la cire perdue, qui est une technique plutôt utilisée dans le bronze en temps normal. Qui consiste à avoir chaque pièce à son propre moule, chaque pièce est démoulée à la main, chaque pièce est unique. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça la cire perdue? Vous avez dans le processus de fabrication, vous avez différentes étapes de fabrication, dont une étape qui est de constituer la pièce en amont en cire. D'accord. Cette pièce en cire va être fondue exactement, et on la retrouve plus. va être fondue au four et le cristal va prendre la place de la cire. Et c'est pour ça que nous appelons cette technique la technique de la cire perdue. Donc c'est une technique ancestrale. De l'Antiquité, qui date de l'Antiquité. Qui a été gardée par l'entreprise, avec les mêmes matériaux. Qui a été remise au goût du jour à peu près dans les années 60. La première collaboration artistique, qui n'est pas des moindres, est celle avec Salvador Dali. Belle signature. Exactement. Nous avons signé plus de 21 pièces avec Salvador Dali. Et pour la Vous voulez dire que la première pièce artistique, ça a été avec lui, Salvador Dali. Oui, exactement. La première collaboration artistique. Le premier atelier de création a été créé en 1891-1892, mais la première collaboration en tant que telle, comme on l'entend aujourd'hui, avec Salvador Dali, qui est venu dans les ateliers de Nancy. Évidemment, la famille Dôme est allée aussi voir Salvador Dali. C'était en 68. C'est lui qui a participé à la renommée de cette cristallerie. Bien sûr. Et il y a eu d'autres belles collaborations artistiques. Il y en a eu plus de 350 jusqu'à aujourd'hui. On a aussi aujourd'hui, nous essayons de refléter notre collaboration artistique avec différents courants, comme le street art. Nous avons signé un partenariat avec Congo, avec Ménager. Sont des artistes comme Texier. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent auprès de cette cristallerie? Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est la matière? Ils aiment la matière, et en plus de ça, nous sommes vraiment spécialisés dans la couleur. C'est le point fort de l'entreprise. Nous vivons grâce à la couleur. Ouais. Nous avons une palette de plus de 40 couleurs aujourd'hui à notre actif, et nous développons des couleurs de plus en plus travaillées, comme une couleur comme avec de l'ultraviolet dans certaines des pièces. J'ai ce souvenir-là de l'ultraviolet effectivement dans le cristal. Exactement. Et alors la particularité de l'ultraviolet, c'est qu'en fonction de la luminosité, les pièces changent de couleur. Nous essayons aussi de rajouter de la technologie, si je puis dire, à notre savoir-faire ancestral. Et chaque pièce est unique, hein. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas deux fois la même pièce. Jamais. La technique ne peut être maîtrisée au point de pouvoir avoir deux fois la même pièce qui sort du four. Alors quels sont ces corps de métier justement qui concourent à... On en a une dizaine. On a évidemment les métiers qui s'occupent du verre chaud, ce qu'on appelle nous le verre chaud ou le verre froid. Oui, le travail à chaud et le travail à froid. Exactement. Donc c'est à peu près 10 métiers différents. Qui travaillent de concert pour réaliser ces pièces. C'est indispensable. C'est un travail d'équipe. La particularité de nos manufactures, c'est que vous ne pouvez pas avoir un maillon qui puisse faillir dans la chaîne. Chacun dépend de l'un et de l'autre. C'est pour ça que d'ailleurs que les meilleurs ouvriers de France aussi font partie d'une famille. On parle de famille quand nous parlons d'artisanat, quand nous parlons de nos manufactures.
Et cette manufacture, vous l'ouvrez aux visites, aux familles? Uniquement en visite privée, puisqu'on a, on a eu quelques aux clients, c'est ça, clients étrangers notamment, j'imagine. Oui, uniquement en visite privée et organisée, parce qu'on a eu quelques petits mésaventures avec des clients qui étaient envoyés, qui étaient d'origine chinoise et qui ont été envoyés dans notre manufacture et qui ont débauché 5 personnes de chez nous pour créer l'équivalent de Dôme en Chine. Mais alors, voilà. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et alors comment est-ce que ces touristes réagissent face à ce savoir-faire, cette diversité de métiers C'est assez impressionnant parce que pour eux, ça leur paraît complètement fou. C'est un pari fou de pouvoir aujourd'hui utiliser cette technique, avoir autant de rebut, avoir une exigence aussi importante et surtout ne pas industrialiser ces savoir-faire. La particularité de la France, ils se demandent où sont les machines. Pourquoi est-ce qu'ils prennent pas des machines pour pouvoir fabriquer plus facilement personne ne remplacera jamais la magie et l'or que ces artisans ont dans les mains. C'est important de le rappeler. Aucune machine. Et au niveau de la transmission, alors comment ça se passe au niveau de la cristallerie Dôme? Vous les formez aussi en interne, comme toutes ces belles maisons? Bien sûr. Et alors il y a encore des écoles de verre qui existent. Oui, vous avez le CERFAV qui est la seule école européenne qui forme aujourd'hui autour du métier du verre et du cristal, qui aujourd'hui, heureusement pour nous, est juste à côté de notre manufacture. Ça tombe bien. Ça aide aussi la transmission. D'ailleurs, nous avons créé un laboratoire dernièrement avec le CERFAV pour essayer de trouver un substitut au plomb, puisqu'évidemment, on s'intéresse à l'avenir du cristal. Comme l'Union européenne. Comme l'Union européenne, vous avez raison. Exactement. Et donc, nous essayons de travailler entreprise et école afin de profiter de ces forces. Et il faut se défendre quasiment seul parce que c'est vrai que les cristalleries sont en France. Les plus belles cristalleries sont en France. Alors, merci beaucoup Vanessa. Vous en parlez avec beaucoup de passion. Vous êtes une très belle ambassadrice du savoir-faire français. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Sud Radio, c'est ça la France. 14h, 14h30. Gérard Rapp, ça fait plaisir d'entendre des témoignages comme celui de Vanessa. Bien sûr, parce que elle parle avec beaucoup d'application, beaucoup d'amour. On sent que il y a ce métier qui est son ADN, quoi. Donc, je voudrais rebondir, par exemple, à ce qu'a dit Vanessa, ou au moins prolonger une forme de réflexion. Je pense que le MOF, il s'approprie cette idée ancestrale pour l'appliquer à sa manière, et on vient d'en avoir une, plus française, plus contemporaine, plus innovante, et je crois que le MOF est à la fois artiste et artisan, créateur et restaurateur, donc le titre de meilleur ouvrier de France, je voudrais me répéter, n'est pas l'achèvement d'une carrière, mais son essor. Et je crois que pour faire le lien entre l'innovation et les traditions, je crois que oui, le digital, le numérique sont incontournables, irréversibles, mais comme l'a été la Révolution française ou la Révolution industrielle, mais je pense que ce qui vient d'être dit, c'est quand même une référence à des savoir-faire. Bien sûr, c'est superbe. Et vous en parlez très bien, effectivement, c'est un concours qui suit l'évolution de la société. Donc il y a des nouveaux métiers justement qui concourent au titre de meilleur ouvrier de France, hein, Gérard Rapp. Oui, je voudrais pas les citer, mais je voudrais vous dire que l'excellence ouvrière dans l'industrie de demain, c'est une valeur ajoutée, c'est un high-tech qui sont à la fois une nécessité économique et un outil dans la cohésion sociale. Donc j'ai parlé d'industrie, mais je peux parler de l'artisanat, bien sûr, de l'environnement, il y a combien de catégories de métiers? L'écologie. MOF, hein, meilleur ouvrier de France. Alors, catégorie de métiers, il y a 17 groupes de métiers, donc du bois, du fer, du verre. Vous voulez dire 17? Non. Oui, mais qui sont répartis en plus de 200. Ah oui, d'accord. Plus de 200 métiers qui sont en concours. Donc, mais qui répartis sur 19 classes de métiers. Je voudrais juste rajouter une date par rapport à ce qui a été dit en entrée. En 1929, René Petit, un menuisier, s'est dit il ne faut pas retourner dans l'anonymat, et il a créé la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. D'accord, donc c'est un journaliste qui a créé le concours. Et c'est un MOF de 1927 qui a dit il faut pas retourner dans l'anonymat, il faut qu'on se fasse qu'il y ait de la lisibilité, de la visibilité, comme le font les artistes. Je pense aux Molières du théâtre, aux Palmes académiques, à Cannes, quoi. Oui, bien sûr. Et voilà. Et c'est cette société, justement,
qui propose aujourd'hui qui sélectionne tous ces nouveaux métiers qui concourent aujourd'hui au titre de meilleur ouvrier de France. Gérard Rapp, je vous propose qu'on fasse une petite page de pub. On se retrouve juste après et là on va s'intéresser à cette France qui innove. Sud Radio, c'est ça la France, 14h, 14h30. Et nous sommes toujours en compagnie de Gérard Rapp, le président des meilleurs ouvriers de France. Bon il est temps de faire un tour du côté de cette France qui innove, Gérard. Ça vous convient comme programme ? Bien sûr, bien sûr. C'est parti. Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech. Et pour en parler, une personne que vous connaissez bien, Gérard Rapp, Guillaume Piquet, qui a reçu le titre de meilleur ouvrier de France en 2015 dans les métiers de la piscine. C'est ça. Ce qui peut étonner. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes nombreux à avoir ce titre de meilleur ouvrier de France dans l'univers de la piscine, dans les métiers de la piscine. Alors dans les métiers de la piscine, il y a 2 catégories et nous sommes un par catégorie. Quelles sont les catégories ? Donc les catégories, c'est réalisation de piscine, une réalisation complète, et réalisation de revêtement en membrane armée. Et vous êtes réalisation l'étanchéité. Et vous avez eu le titre réalisation de piscine. Et vous êtes combien à l'avoir ce titre ? Là, je suis tout seul pour le moment puisque c'était la première Ah, c'est une épreuve récente. Voilà, c'est une nouvelle épreuve. Alors, quelle était votre épreuve ? Bon, j'imagine réaliser une piscine, mais est-ce qu'il y a des thèmes imposés, des matériaux Comment ça se passe ? Alors nous, en thème imposé, on avait l'intégration de la piscine dans son environnement. Oui. Et après, bien sûr, on avait toute une série de ce qu'on appelle d'options à intégrer à notre piscine qui prouvent tout notre savoir-faire. Et sur quoi vous êtes jugé ? Sur la qualité des finitions ? Enfin, qu'est-ce qu'on juge en particulier ? On juge déjà le respect d'un planning, ouais. Le respect des règles de l'art, bien sûr, la perfection de la réalisation. Il faut que tout ce qu'on fasse soit parfait. Ouais. Et la qualité de la finition, surtout, qui est très important. Il y a aussi une partie esthétique, artistique et une partie innovation aussi, où il faut intégrer des innovations dans notre piscine. Alors, quel type d'innovation vous pouvez intégrer dans une piscine ? Par exemple, on peut se servir de tout ce qui est domotique. Aujourd'hui, on peut connecter tous nos appareils de piscine. Ah oui, vous intégrez les nouvelles technologies. Oui, voilà. Donc, on peut tout connecter à un smartphone ou à un ordinateur pour pouvoir gérer à distance la piscine, que ce soit les traitements. Ah oui, par d'accord. exemple, le traitement de l'eau ou la température, par exemple, pouvoir accéder à augmenter la température de son eau par son téléphone. Ah, vous voulez dire qu'on peut partir en vacances et à distance gérer sa piscine, les bonnes doses de chlore. Tout à fait, voilà. Alors, juste pour revenir à votre titre de meilleur ouvrier de France, le jury a été composé de MOF dans d'autres domaines ou des formations complètement différentes ? Alors moi, donc il y avait des experts en piscine, ouais. Et aussi des professionnels référents dans le métier qui ont des entreprises emblématiques. Donc voilà, c'était pour le moment, il n'y avait pas de MOF puisque c'était la première série. Donc là, c'était vraiment... C'est vous qui avez inauguré ce titre, oui, voilà. Dans ce domaine-là. Voilà, là, c'était vraiment les pères de la piscine, ceux qui ont commencé il y a 30 ans à faire les premières piscines en France. Et votre entourage, comment il a réagi face à ce titre ? Ah, mais bien sûr, il était très très fier de mon parcours et voilà, surtout une immense fierté. Voilà. Et au niveau des clients, est-ce que ça change quelque chose ? Au niveau des clients, ils sont bien sûr tous les clients que j'avais déjà sont très ravis. Et surtout pour les nouveaux clients, c'est vraiment une marque de sérieux et voilà, ils savent que s'ils ont affaire à moi aujourd'hui, ils auront forcément un produit d'exception. Et moi, je m'applique tous les jours à conserver ce niveau de qualité de travail. Alors, la remise de prix, Gérard Rapp l'a évoqué tout à l'heure, elle se fait à l'Élysée. Racontez-nous un petit peu cette journée. Alors, il y a une première partie, les médailles sont remises à la Sorbonne. Oui. Donc où on est tous ensemble. Et puis après, on est aussi reçu à une réception à l'Élysée par le président de la République. Alors comment ça se passe ? Racontez-nous un petit peu. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est unique d'être reçu par le président de la République pour recevoir son diplôme. Ah oui, c'est vraiment un honneur et ça fait partie du prestige des meilleurs ouvriers de France. C'est une partie de notre récompense. D'ailleurs, il y a une famille des meilleurs ouvriers de France. Est-ce que vous communiquez entre vous, entre les différentes catégories, ou bien non, chacun reste dans son domaine ? Ah oui, bien sûr.
on peut dire, bon, déjà, il y a la Société des meilleurs ouvriers de France. Et après, il y a des groupements de régions. Et bien sûr, on communique entre nous. Il y a des soirées meilleurs ouvriers de France pour se retrouver tous ensemble. On se retrouve pour faire des repas. On communique entre nous. On essaye de continuer à promouvoir ce titre de meilleur ouvrier de France, chacun à notre niveau, de participer à cet édifice. En fait, vous êtes tous au même niveau d'excellence. On est tous dans des métiers différents, mais on a tous le même niveau de talent quelque part, oui. Et alors Gérard Rapp est avec nous en studio, là, à Sud Radio. Gérard Rapp, ça fait plaisir justement de voir la fierté qu'ont ces jeunes meilleurs ouvriers de France de porter haut et fort ce titre si prestigieux. Alors déjà, je commence à saluer notre ami Guillaume. Merci pour ton témoignage. Il va dans le sens d'une réalité. Je pense que il faut dynamiter ou dynamiter cette réalité pour mieux la supporter. Donc, je crois que c'est bien qu'ils nous disent qu'on est une famille. Je vais aussi vous dire que nous ne pourrons pas durer si nous sommes qu'une famille. Nous durons parce que nous voulons porter des convictions, nous voulons porter l'avenir dans les métiers. Et je voudrais, à ce niveau-là, parce qu'il a parlé de transmission et de savoir et de regroupement des gens qui sont dans les mêmes considérations, je voudrais vous dire qu'en janvier 2016, pour appuyer cette transmission, on a créé la Société nationale des meilleurs apprentis de France. Ah oui, d'accord. Donc, cette société-là, elle est gérée par des lauréats apprentis, et je pense que là, on donne de l'estime, et je pense que la faculté de transmission est réservée aux adultes, mais on donne de l'estime, de la considération qu'on doit aux jeunes, quoi. Eh ben, Guillaume, vous pourrez peut-être bientôt avoir des apprentis meilleurs ouvriers de France pour travailler avec vous. J'espère. Merci beaucoup, Guillaume, pour votre témoignage. Oui, merci et encore beaucoup. Bravo. Merci. Sud Radio, c'est ça la France, 14h, 14h30. Alors, Gérard Rapp, aujourd'hui, on connaît surtout les meilleurs ouvriers de France à travers la gastronomie. Oui. Elle nous donne beaucoup de lisibilité, de visibilité. On est très contents. Mais finalement, il n'y a pas que la gastronomie. On vient d'en parler. On vient d'avoir Guillaume au téléphone. Oui. Mais bien sûr, parce qu'à un moment donné, il faut aussi, c'est pour ça que je vous remercie de nous inviter, il faut aussi porter tout l'ensemble des métiers qui sont porteurs d'une excellence à la française. Et donc, je crois que c'est vrai que le liseré, le col bleu, blanc, rouge, oblige à progresser et donne la considération. Ça, c'est sûr. À côté de ça, il y a tous les corps de métiers qui, eux aussi, on doit à cette considération. De ça, certains meilleurs ouvriers de France, frustrés d'être moins mis en avant que ceux qui travaillent dans les métiers de bouche. Alors là, je pense que oui, les remarques sont des fois faites, mais il faut bien qu'une locomotive tire tous les wagons. Et je pense que aujourd'hui, c'est incontestablement les métiers de bouche, les cuisiniers. Hier, c'était les fleuristes. Avant-hier, c'était les fleuristes, je trouve plus, mais peu importe. Comment vous l'expliquez que ce soit la gastronomie, peut-être parce que ça parle à tous, c'est ça le. Parce que ça fait partie si de la vous culture parlez française. de gastronomie, de repas gastronomiques, tout le monde comprend. Si vous parlez de considération technique pour un métier dans l'industrie, c'est plus difficile à comprendre. Donc, j'ai parlé des fleuristes. C'est vrai que les fleurs, la coiffure, j'ai trouvé quand même la coiffure. Mais... Si vous parlez de ces métiers-là, tout le monde peut comprendre. Oui. Mais si vous parlez d'une plus de technicité dans le métier, c'est peut-être plus difficile à faire assimiler à des gens qui peut-être n'ont pas les mêmes considérations ou d'approche par rapport au métier. Et quels sont les prochains chantiers alors pour la Société nationale des meilleurs ouvriers de France? Alors il y en a beaucoup, j'imagine. Il y en a beaucoup, oui, mais les plus importants. Je crois les plus urgents. Le plus urgent, c'est de porter nos convictions. Ça, je pense que c'est le plus urgent. Et je crois aussi que, à un moment donné, puisque le meilleur ouvrier de France est reconnu par ses pairs comme un professionnel de qualité, par ses clients et ses employeurs comme des valeurs sûres, je crois que on a déjà à accompagner cette excellence, cette idée d'excellence. Et ensuite, je pense que je voudrais peut-être le résumer en une phrase qui ne se régénère pas, dégénère. Donc, nous, on a des obligations d'avancer, d'innovation
C'est pour ça qu'on a parlé d'artistes avec Vanessa, la Cristal Ridôme, voilà, Vanessa Sidbon. On a parlé de technique, on a tout ça, avec cet ensemble-là oui. donne le high-tech, la valeur ajoutée à la française, et je crois que c'est avec ces considérations-là qu'on demain on gagnera les marchés, parce qu'on vit dans une société de compétition. Il faut être le premier. Et donc, et pour ça, il faut innover. C'est pour ça qu'il faut innover, c'est pour ça qu'on essaie d'accompagner tous ceux qui, dans le même créneau que nous, innovent. Gérard, il est temps de suivre les pérégrinations de notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, le tourisme des savoir-faire avec Thibaut le French Trotter. Et oui, dans cette émission, on a une tradition, on se balade à travers la France grâce à Thibaut. Alors Thibaut, on va où ce week-end ? Eh bien, faut donner des idées de visite à Gérard Rapp. Ouais. Bon, on va dans le Pays Basque pour commencer. Est-ce que vous savez ce qu'est un maquila ? Ah bah oui, le bâton de marche, le traditionnel basque. Le bâton de marche traditionnel des Basques, qui peut aussi servir à la défense parce qu'il y a une lame cachée dans le pommeau. Eh bien, il y a une visite incontournable. Si vous allez du côté d'Espelette au Pays Basque, c'est la maison Incière Bergara. C'est le spécialiste du maquila. Elle en fabrique depuis 150 ans. Et elle a obtenu la reconnaissance meilleur ouvrier de France en 1936. Ah, ça va vous faire plaisir, ça, Gérard Rapp. C'est bien ce qu'on Et on peut même quasiment graver toute sa vie sur un maquila. Vous pouvez faire personnaliser votre maquila avec votre devise, avec votre nom. Mais surtout, ce qui est intéressant si vous allez là-bas, c'est que vous pourrez assister à la fabrication et aux explications. Et on vous dira notamment qu'on fabrique un maquila en bois de néflier, qui est une essence rare. Ah oui, donc même là, la sélection est très précise. Elle est très précise. Ensuite, on peut voir le passage au four, l'habillage du bois, et ensuite, la fabrication du pommeau. C'est la pièce maîtresse avec le polissage et le vernissage de la corne de bovin. Parce que le pommeau est fait en corne de bovin. En corne de bovin. Eh ben dis donc, c'est vraiment c'est ça l'excellence à la française. C'est que des matériaux prestigieux, rares. Et une petite dernière pour la route, Thibaut. Alors, je vais vous parler d'un Mozart de la pâtisserie. Ah, ça j'adore. C'est Olivier Pajard, qui est non seulement meilleur ouvrier de France en pâtisserie-confiserie. J'espère que Gérard a remarqué que c'était vraiment du sur-mesure pour vous. Thibaut ne met en avant que des meilleurs ouvriers de France. Ce qui est très surprenant, c'est que, et on parle de beaucoup de régions françaises, et je voudrais juste appuyer ce contexte-là. La France, c'est un pays formidable parce que dans toutes les régions françaises, on donne des spécificités, des traditions, et c'est ça qui fait le bonheur et l'excellence à la française. Alors, au niveau de la pâtisserie. Donc l'excellence à la française, c'est Olivier Pajard, donc meilleur ouvrier de France, et également champion du monde des desserts. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et lui, il est installé dans les Pyrénées-Orientales, du côté de Perpignan, où il est un peu la référence en matière de goût et de douceur. Et lui, il s'est installé à l'extérieur de Perpignan, il a un labo de production assez moderne, qu'on peut visiter. Mais surtout, c'est une sorte de passeur, parce qu'il est très impliqué dans la transmission. Ah oui, d'accord, là encore c'est important. C'est-à-dire, il a des apprentis. Il a des apprentis, il fait des cours qui sont ouverts aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Et là, là ça nous intéresse. Là, ça vous intéresse. Il vous explique tout de son art et c'est assez magique. Et en fait, c'est le samedi, il réserve au grand public des ateliers gourmands. C'est à partir de 7 ans. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici les prochaines formations. Alors j'ai lu, il y a une formation sur les cakes, sur les verrines sucrées. Les cakes sucrés ou salés ? Ouais, sur les cakes sucrés, parce que c'est un pâtissier. Sur les verrines sucrées, sur la pâte à choux, la viennoiserie, et également sur les macarons, qui sont un peu sa spécialité. Merci beaucoup Thibaut. Alors Gérard Rapp, il vous a mis l'eau à la bouche Thibaut avec toutes ces idées de visite, notamment la pâtisserie. Mais je salue Olivier, puis je voudrais juste la pâtisserie française a gagné. Champion du monde. Voilà, super. Cocorico, on peut être très fiers. Cocorico, oui. Merci beaucoup Gérard d'avoir participé à notre émission, et moi je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de C'est ça la France.